Bonjour à tous. Bonjour à ceux les nouveaux qui sont là pour cette session, la dernière de l'après-midi dans cette salle, portant sur le premier trimestre. Donc, je suis Mona Massoud, gynécologue obstétricienne au CHU de Lyon. Et je vais inviter Déborah Perrault, qui va nous parler des images kystiques abdominales qu'on voit au premier trimestre, point de vue de l'échographiste de dépistage, pour voir un peu comment on peut essayer de débrouiller une image kystique intra-abdominale en écho du premier trimestre. Vas-y Déborah. Oui. Bonjour à tous. Donc, je remercie déjà les organisateurs de m'avoir invité à présenter ce sujet. Donc, on va parler de la découverte d'une image kystique abdominale au premier trimestre en dehors des mégavessies, donc quelque chose qui ne nous arrive pas tous les jours. Alors le diagnostic est assez simple, finalement on pose la sonde pour faire notre écho T1 et on tombe sur un kyste dans le ventre du fœtus. Alors c'est une image qui peut être vue sur la coupe de la LCC comme ici, qui peut être très flagrante comme à droite ou beaucoup plus discrète comme à gauche. Et pour info, là ce sont deux fœtus tirés de l'étude qui a été menée par le CFEF et publiée en 2015 et c'est la plus large étude sur le sujet. Alors, le diagnostic peut aussi être fait en coupe axiale et c'est sans doute plus facile sur les kystes latéralisés. Ici, en coupe parasagittale, on voit chez ce fœtus, juste en dessous de l'estomac, en fait, on devine une image anéchogène inhabituelle. Bon, il bouge beaucoup. Et sur la droite, en balayant l'abdomen en coupe axiale, on voit un petit peu mieux le kyste qui a cet aspect anéchogène et qui contient une fine travée linéaire échogène. Alors son aspect peut faire penser à un kyste du mésentère, ce qui n'est pas un diagnostic certain. C'est un kyste qui a totalement disparu au cours de la grossesse et l'enfant va très bien. Alors quelques chiffres concernant ces kystes au premier trimestre. Avec les données actuelles qu'on a, on observe qu'environ 70% des enfants sont bien portants après leur naissance et que malheureusement 30% des issues néonatales sont défavorables avec des IMG ou des malformations graves à la naissance et que les 3/4 de ces kystes vont disparaître au cours de la grossesse, ce qui est un signe plutôt rassurant quand ça arrive, mais ça ne signifie pas à chaque fois que le fœtus est guéri et qu'il va bien. Donc une fois qu'on a dépisté le kyste, on va pouvoir dans un premier temps essayer de le différencier des autres structures anéchogènes, à savoir la vessie et l'estomac, ce qui n'est pas un exercice toujours facile, surtout si le kyste est volumineux ou bas situé. Et cette image montre assez bien que ça peut être compliqué de faire la différence avec une mégavessie. Et puis, ça va être très important de décrire soigneusement le kyste, déjà d'une part pour aider à définir une étiologie, un pronostic par la suite, mais aussi parce qu'un grand nombre de ces kystes vont disparaître au début du deuxième trimestre. Donc, la seule trace qui reste, entre guillemets, c'est la description initiale du kyste. Donc, on va pouvoir préciser sa position, sa taille, sa forme, son contenu, pourquoi pas sa paroi et sa vascularisation si les conditions le permettent. Pour ces deux critères, je n'ai pas trouvé de données assez pertinentes à vous montrer, mais en tout cas, pour ce qui est des autres aspects, on va voir ensemble ceux qui permettent d'orienter un peu le pronostic. Et d'autres facteurs seront déterminants, indépendamment du kyste, sa résolution ou sa persistance au deuxième trimestre, on en reparlera après, mais aussi l'association à des anomalies ou des signes échographiques et bien sûr un kyste isolé et de meilleurs pronostics. Donc concernant la position, on va pouvoir dans un premier temps essayer d'identifier s'il est plutôt haut ou bas situé. Et pour cela, on peut se référer à la coupe sagittale du fœtus, tracer une ligne qui passe perpendiculairement par le rachis et l'insertion du cordon, et considérer qu'un kyste qui est au-dessus de l'insertion est plutôt haut situé, et que s'il est sous-ombilical ou rétro-ombilical, plutôt bas situé. Préciser s'il est latéralisé, à gauche, à droite, médian, ses organes voisins, exemple sous l'estomac, au sein des anses digestives, du foie, est-ce qu'il est rétro, paravésical, est-ce qu'il s'étend jusqu'au périnée par exemple. Toutes ces informations ont leur importance par la suite. Donc là, ce sont des exemples de kystes haut situés qui ont été publiés pour la plupart. Et ce qu'on observe, c'est que ces kystes disparaissent souvent au cours de la grossesse. Environ 7 sur 10 vont disparaître. Ils sont globalement de meilleurs pronostics que les kystes bas situés, avec environ 4 nouveau-nés sur 5 qui ont un examen normal à la naissance. Je précise que c'est un taux qui est approximatif au vu des petits effectifs qu'il y a dans la littérature. Et pour ce qui est des étiologies, elles sont souvent indéterminées puisque ces kystes disparaissent souvent au cours de la grossesse avec des enfants globalement bien portants.
On retrouve sinon des étiologies de type kyste du cholédoque, kyste du mésentère, kyste hépatique par exemple. Pour les fœtus de gauche, c'est des kystes qui ont persisté tout au long de la grossesse et les bébés ont été opérés quelques semaines après leur naissance. Et pour les kystes de droite, ce sont des kystes qui ont disparu. Donc c'est pour ça que ce sont des hypothèses diagnostiques. En tout cas, tous ces bébés finalement allaient bien par la suite. Là, d'autres exemples, cette fois-ci de kystes bas situés. Et cette fois-ci, on observe que ces kystes persistent plus souvent en anténatal. Un peu plus de la moitié vont persister, qui sont globalement de moins bons pronostics que les kystes haut situés, avec environ 2 nouveau-nés sur 5 qui ont un examen normal à la naissance. Ce taux est probablement même plus faible au vu des séries de cas de malformations anorectales qui ont été décrits en association à ces kystes bas situés. Alors la plus fréquente, celle qui revenait le plus souvent, c'était l'atrésie anale. Il y avait également des cas de dysgénésie cloacale, d'imperforation anale, des cas de malrotation intestinale aussi, dont une qui a malheureusement été diagnostiquée à 7 mois de vie et qui s'est compliquée après chirurgie par un syndrome du grêle-court. Et certaines malformations étaient comprises dans des syndromes, notamment le Vacter, et il y avait également un cas de trisomie 21, un OEIS et un cas de Fraser qui ont été décrits. Là, on a un très beau cas, et je remercie d'ailleurs le CPDP de Grenoble qui me l'a donné. Donc on voit, on visualise un kyste anéchogène bas situé en fosse iliaque droite, juste à côté de la vessie. À 18 semaines, l'image qui a quasiment disparu, on voit cet aspect hypoéchogène avec paroi qui fait évoquer une anse intestinale qui, je pense, aurait pu ne pas être vue sans signe d'appel au premier trimestre. Puis, il a été fortement suspecté, courant du 2e trimestre, une malformation anorectale basse. Ici, on a une coupe sagittale qui passe par le coccyx. On reconnaît le rectum et la vessie. Et le canal anal, ici, schématisé en rouge. Et on observe surtout qu'il ne s'abouche pas à la peau. Il y a une absence de jonction sur environ 8 mm. Et en coupe axiale, on ne reconnaît pas le signe de la cocarde anale qu'on devrait identifier juste ici. On a également les coupes IRM en T1 au 3e trimestre qui montrent l'aspect spiculé ici de la fin du rectum et également la distension du recto-sigmoïde par rapport ici au reste du côlon qui est de beaucoup plus petit calibre. Au 3e trimestre, toujours pas de signe de la cocarde anale et il s'agissait finalement d'une imperforation anale avec fistule scrotale et périnéale. Le bébé a été opéré et il va très bien. Concernant le contenu, on va pouvoir décrire s'il est strictement anéchogène, hyperéchogène par exemple, ou mixte. Là, ce sont des exemples de kystes anéchogènes qui, pareil, ont été publiés. Et ce qu'on observe, c'est qu'ils sont de meilleurs pronostics globalement que les kystes mixtes dont on parlera juste après, avec environ 8 enfants sur 10 bien portants, soit qui n'ont rien du tout à la naissance, soit qui ont été opérés ou pris en charge d'un kyste de très bon pronostic. Donc le caractère anéchogène est plutôt rassurant, mais il ne suffit pas à lui seul à donner un pronostic favorable. On l'a vu notamment avec les kystes bas situés. Là, on a des exemples de kystes mixtes. D'ailleurs, ceux qui sont en jaune faisaient partie, pour info, de l'étude du CFEF. Et ce qui est assez intéressant à observer, c'est cet aspect échographique qui se répète sur les images, c'est-à-dire une image anéchogène qui contient une image hyperéchogène d'addition, assez bien délimitée et sans cône d'ombre. Alors, il y a peu de cas dans la littérature, mais avec ces aspects-là, a priori, aucun enfant avec un examen normal à la naissance. Le premier, c'était une agénésie anorectale et malrotation intestinale. Le deuxième, un cloaque. Le troisième, une dysgénésie cloacale dans un syndrome de Vacter. Le quatrième, une agénésie anorectale avec notamment des reins en fer à cheval et une moelle attachée basse. Le cinquième, un Vacterle. Et le dernier, une masse un peu différente au niveau de l'aspect, hétérogène basse, qui s'est avérée être une polykystose hépatorénale. Ici, on a un autre cas, et je remercie Pascal Sonigo de m'avoir donné ce dossier. On retrouve à nouveau l'aspect anéchogène du kyste, et cette fois-ci, l'aspect hyperéchogène qui est linéaire. On voit également l'évolution à 23 semaines, et finalement, c'était une atrésie colique. Le bébé a été opéré à 3 semaines de vie, et finalement, il va bien. Concernant la forme, il semblerait qu'il y ait 2 formes de kyste qui se distinguent, avec des pronostics différents. Les kystes de forme tubulée ou allongée qui reviennent assez souvent dans les séries de cas de malformation anorectale
et les kystes de forme ronde ou arrondie qui disparaissent un peu plus souvent que les autres sans qu'on trouve d'étiologie et qui sont un peu meilleurs au niveau du pronostic. Concernant la taille, on pourrait penser que plus le kyste est volumineux, plus il est dangereux, ce qui n'est pas forcément vrai. On a 2 exemples en bas, le fœtus de gauche avec un volumineux kyste qui a complètement disparu, puis finalement qui allait très bien à la naissance, alors qu'à droite, on a un kyste beaucoup plus petit qui malheureusement a été compris dans un syndrome polymalformatif avec des anomalies génito-urinaires qui a abouti à une IMG. Donc la taille ne semble pas forcément corrélée à l'issue néonatale, mais globalement, les kystes sont quand même plus gros dans les séries de cas de fœtus atteints de malformations graves. Donc c'est bien de prendre en compte la taille du kyste, mais il faut surtout la confronter à sa position, à sa forme, à son évolution. Concernant la surveillance échographique au 2e trimestre, là on n'est plus dans le dépistage, mais dans le diagnostic. Déjà, dans un premier temps, on va pouvoir identifier si le kyste persiste, disparaît ou évolue en un aspect différent. Et ce qu'on observe, c'est que les kystes qui disparaissent sont globalement de meilleurs pronostics. Là, on a un exemple de kyste qui a été publié, qui était initialement anéchogène, puis qui a évolué en cet aspect mixte, puis hyperéchogène, et c'était le cas d'agénésie rectale et malrotation intestinale. Et certains kystes peuvent aussi évoluer en dilatation digestive, avec parfois cet aspect de piqueté hyperéchogène au sein de la lumière intestinale, qui est un signe d'entérolithiase. Donc en fait, c'est la précipitation de l'urine et du méconium qui peut donner cet aspect, qui est un signe d'appel d'une fistule urodigestive. Et là, les auteurs qui avaient publié ce cas avaient réussi à visualiser la fistule entre la vessie et le recto-sigmoïde. On va pouvoir aussi chercher des malformations associées, notamment digestives, génitales, urinaires, du rachis, de la moelle, examiner la cocarde anale à la recherche d'une malformation anorectale. On a l'exemple du fœtus de tout à l'heure avec anus imperforé, sur lequel on ne voit pas le signe de la cocarde, à la différence du fœtus de droite qui est normal au même terme. Donc c'est un signe intéressant, mais attention, parce qu'elle s'obtient sur une acquisition axiale qui ne donne pas la hauteur du plan de coupe. En réalité, on peut tout à fait faire une coupe un peu haute avec un aspect de cocarde anale, alors qu'il peut ne pas y avoir de sphincter anal. Et ça, on s'en rend mieux compte sur la coupe sagittale. Là, on a, donc, toujours chez ce même fœtus avec anus imperforé, le canal anal ici qui ne s'abouche pas à la peau. Et on pourrait tout à fait faire une coupe qui passe par le bas-fond rectal ici, et obtenir une image de cocarde anale. On pourrait aussi faire une coupe un tout petit peu plus haute sur le bout de canal anal existant et obtenir une image tout à fait habituelle. C'est vraiment en affleurant la peau sous le siège fœtal qu'on perd le signe de la cocarde chez ce fœtus. Donc c'est un signe intéressant, la cocarde anale en coupe axiale, mais c'est, je pense, toujours à confronter à la coupe sagittale et même à la coupe frontale. Et ici, juste pour montrer la coupe sagittale sur un fœtus normal, on reconnaît ici la structure hypoéchogène qui est le rectum, la structure hyperéchogène qui est le canal anal, et en faisant des petits mouvements de balayage de droite à gauche, on arrive assez bien à voir la continuité de ce canal anal. Alors, un mot d'embryologie avant de conclure, juste pour comprendre ces malformations anorectales. À 7 semaines d'aménorrhée, on a l'allantoïde et l'intestin primitif postérieur qui s'abougent dans une cavité commune qui est le cloaque. Et c'est 2 semaines plus tard qu'il va se produire une séparation d'arrière en avant qui va venir séparer le sinus urogénital en avant du canal anorectal en arrière. Donc on part de cette cavité commune pour arriver à 2 structures complètement séparées en avant et en arrière. Et un incident à ce niveau-là peut donner lieu à une malformation anorectale. Il en existe une multitude et elles sont assez complexes. Et se produit également à 8 semaines d'aménorrhée une prolifération de l'endoderme dans le tube digestif qui va devenir un conduit plein, qui va ensuite se vacuoler pour se recanaliser. Et un incident à ce niveau-là peut donner une sténose, une duplication. Et puis, se produit également ce phénomène de dépression de la membrane anale qui pourra, à 10 semaines d'aménorrhée, donner lieu à un anus imperforé si ça ne se fait pas correctement. Donc en conclusion, les kystes abdominaux au premier trimestre, ça reste un événement rare. Il n'y a qu'une 50aine de fœtus dans la littérature et une 20aine d'articles. Les anomalies associées sont diverses, mais les malformations anorectales semblent se démarquer. Donc le premier trimestre pourrait être une porte d'entrée sur le dépistage de ces malformations. On a des critères qui permettent d'orienter un peu le pronostic et on sera d'autant plus vigilant
sur les kystes bas situés, les contenus mixtes ou hyperéchogènes, les formes allongées ou tubulées, les kystes qui persistent après le deuxième trimestre et l'association à des signes ou des anomalies échographiques. Donc finalement, que pouvons-nous dire à notre patiente au premier trimestre ? Je pense le moins de choses possible dans la mesure où on ne peut pas faire de pronostic au moment du dépistage. Après, si on tombe sur un kyste qui regroupe tous les éléments de gauche dans le tableau, et notamment l'aspect anéchogène et la position au situé, on peut appuyer sur l'aspect peu inquiétant du kyste, mais l'avis d'un référent restera indiqué. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Déborah, pour ce topo très clair, assez didactique. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Alors, il y a surtout des kystes cholédoques, kystes du mésentère, kystes hépatiques. Après, il y a beaucoup de kystes qui sont d'étiologie indéterminée parce que ils disparaissent, donc finalement on les retrouve plus. Et puis finalement des examens normaux et des bébés qui vont bien à la naissance. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'étiologies qui ont été retrouvées, mais principalement c'était cholédoque, hépatique et mésentère. J'ai pas entendu, pardon. Et en fait, dans les études, pas du tout de kyste de l'ovaire. Il n'y avait pas de kyste de l'ovaire. Au premier trimestre, c'est extrêmement rare de voir des kystes de l'ovaire chez le fœtus. Oui. Pas non plus de duplication digestive. C'était, en tout cas au vu des études, plus des malformations anorectales qui se démarquaient avec les malrotations intestinales. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas traité ce sujet-là, mais par contre, le CFEF a fait l'étude d'Ildige, qui a été menée publiée là, qui vient de sortir dans Prénatal Diagnosis, sur les images kystiques du deuxième et troisième trimestre de la grossesse. Là, vraiment, il y a un focus sur le premier trimestre, et je pense que Déborah l'a décrit de manière très synthétique et claire. Moi, je trouve que c'est super quand on sort, on a appris, on retient des éléments simples sémiologiques qui nous permettent un tout petit peu d'avoir les grandes lignes des étiologies pour orienter un peu le discours qu'on va essayer de dire aux patientes, parce que même si on est en dépistage, je pense que les patientes vont vous poser des questions. Il ne faut pas aller trop dans les détails en dépistage, mais quand même, quand vous avez un kyste qui est très bas, déjà ce repère qui nous permet de dire plus bas, haut, c'est déjà un élément intéressant. Puis le fait de dire que les kystes hauts, c'est plus de l'ordre du kyste du mésentère, hépatique, etc., et qu'ils vont disparaître, et globalement, c'est de bons pronostics. Donc, vous permettre déjà d'être un tout petit peu plus rassurant, tout en disant à la patiente qu'il faut l'orienter vers un CPDPN pour une éco-diagnostic plus poussée, et que les kystes plus bas sont plus complexes parce qu'on rentre dans ce spectre des pathologies, des malformations anorectales qui vont demander du temps. Il faut contrôler, recontrôler pour faire un diagnostic plus précis, mais qui déjà sont plus compliqués que ces kystes hauts. Et je pense que c'est déjà important. Comme conclusion, c'est déjà très bien. Dire que les kystes de l'ovaire, ce ne sont pas des kystes qu'on voit au premier trimestre, et les duplications digestives non plus. Alors, il y aura toujours des histoires de chasse, mais en général, ce ne sont pas les lésions qu'on voit au premier trimestre. Et rien que ça, c'est déjà très informatif. Merci beaucoup, Déborah. Je ne vous entends pas. Vous pouvez aller au micro. Regardez juste là. Je voulais savoir si les kystes du premier trimestre, on peut donner un mauvais pronostic, par exemple, et dire il faut faire une interruption de grossesse à ce terme, ou est-ce qu'il faut se donner le temps pour les recontrôler, quel que soit ce qu'on pense? Oui, je pense qu'on ne peut pas du tout faire de pronostic, donner un pronostic d'IMG sur un kyste au premier trimestre, je pense vraiment surtout pas. Il faut rester le plus neutre possible.
voilà, on peut appuyer, rassurer un peu la patiente si vraiment le kyste est anéchogène ou situé, mais je pense qu'à l'inverse, s'il est mixte, il faut laisser toutes les chances. Enfin, il ne faut pas fermer les portes à la patiente ou au couple. Et il y a quand même, par exemple, sur l'atrésie colique, on avait quand même un kyste bas situé avec un contenu hyperéchogène, enfin un kyste qui était mixte et qui quand même s'est bien terminé. Donc je pense que quoi qu'il arrive, dans la mesure où on ne peut pas faire de pronostic, on est obligé de rester le plus neutre possible et de passer la main vers le diagnostic. Mais non, Ah oui, non, mais en diagnostic, de toute manière, ces images, il faut les recontrôler. On ne pourra pas émettre un pronostic juste sur une seule fois, une image. On a du mal à faire à ces termes-là un diagnostic précis, regarder la marge anale, voir le rectum, les fistules. Donc il faut de toute manière recontrôler 2-3 semaines plus tard pour comprendre ce qui se passe. Et ça s'entend et c'est je dirais un peu la problématique des diagnostics précoces. Il y a des malformations telles qu'on a vu avec Axel tout à l'heure, les acranies, les exencéphalies, où là, il n'y a aucun doute, le pronostic est mauvais, mais il y a des situations où c'est l'évolution qui va nous permettre d'orienter notre diagnostic, parce qu'à ce stade-là, donner un diagnostic précis est quand même très difficile. Merci Déborah. Oui. Pareil, est-ce que vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît? À partir de quel âge on peut suivre la perméabilité anorectale? Voir le canal anal. Oui, voilà, et le rectum, en fait, je dirais à partir du deuxième trimestre, à partir de 22 semaines. Après, ça dépend de la position fétale aussi. D'accord, parce qu'au début, il était imperméable l'anus, puis après, il devient perméable, c'est ça? Au niveau... Ce n'est pas exactement ça qu'on va regarder. Nous, on ne va pas savoir s'il est perméable ou imperméable. Ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Oui. Donc, voilà. D'accord. Merci Déborah. Donc, on va accueillir Benjamin Deloison qui va nous parler des anomalies, enfin, des images cérébrales anormales qu'on va pouvoir voir à l'échographie du premier trimestre. Merci Benjamin. 2 fois. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est super d'être à Lille où il fait beaucoup plus beau qu'à Paris. C'est un topo effectivement sur le cerveau au premier trimestre, sachant qu'il y a des nouvelles recommandations de la CNEOF que vous connaissez tous, qui font débat au premier trimestre aussi, donc on va en parler. Déborah a fini par l'embryologie. Je vais commencer, j'aime pas trop l'embryologie, mais c'est bien de rappeler les termes, parce que tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, j'entendais effectivement les diencéphalosynapsis. On va revoir un petit peu juste la nomenclature. C'est pas tellement de l'embryologie où je suis pas spécialiste, c'est pour revoir. On commence à 6 semaines quand déjà on avait passé de la plaque neurale qui s'est fermée et qui donc là on a 3 parties du cerveau, effectivement une partie qui est antérieure, le prosencéphale qu'on voit juste là, le mésencéphale et ensuite le rhombencéphale postérieur qui donnera le cervelet et donc les rhombencéphalosynapsis, ça vient de là. Ensuite il y a des courbures qui se font petit à petit, voilà, ça se développe pas mal avec des courbures effectivement au niveau du pont et une courbure aussi au niveau du mésencéphale. Et ce prosencéphale qu'on avait vu là, effectivement, il va se séparer en télencéphale qui va faire quasiment tous les hémisphères, donc les hémisphères, les ventricules latéraux, et la portion médiane, effectivement, avec une partie du troisième ventricule, et le diencéphale qui regroupe là les thalamies et le troisième ventricule. Donc c'est juste, voilà, c'est plus pour avoir, c'est pas savoir comment ça se développe, hein, parce que c'est assez complexe, c'est plus pour avoir les noms et savoir ce que ça donne après. Le mésencéphale, c'est les ponticules cérébraux et les tubercules, et après le rhombencéphale, effectivement, c'est quasiment la fosse postérieure, hein, la protubérance, le cervelet. Donc on avance. Il y a des gens, je fais rarement des échos aussi tôt pour regarder ça, mais effectivement, on peut commencer à voir des choses. On peut voir cette fosse effectivement ce troisième ventricule qui est très large et qui va se fermer avec cette courbure qui va se faire, les ventricules latéraux, et on peut voir le rhombencéphale et notamment la cavité rhombencéphalique. Donc ça avance,
effectivement, ça se développe de plus en plus. Le télencéphale donc, va recouvrir le diencéphale, donc les thalamies, le troisième ventricule, tout ça va se fermer. Et effectivement, derrière, il y a effectivement le rhombencéphale et le mésencéphale qui se forment. Et donc, on a de plus en plus donc, une séparation en deux hémisphères avec les ventricules latéraux, le troisième ventricule qui va se cloisonner, et effectivement, ces cavités rhomboencéphaliques aussi. Ce seraient des images. On peut faire, il y a plein d'images de plus en plus tôt. Je pense qu'on ne les confirme pas pour l'instant avant plus tard. Donc, voilà, on peut s'amuser quand on en voit quelques-unes, mais je ne pense pas pour l'instant qu'il y ait d'intérêt clinique. Et là, c'est pour vous dire juste que ça donne toutes ces parties. Donc, le télencéphale, effectivement, ça va donner les ventricules, les plexus choroïdes et la ligne médiane, ce qu'on va retrouver sur une écho du premier trimestre à partir de 11 semaines. Le diencéphale, donc c'est quasiment, ça se voit aussi sur la ligne médiane, c'est les thalamies et le troisième ventricule. Et le mésencéphale, c'est les pédoncules cérébraux et les tubercules quadrijumeaux. Et après, il y a le rhombencéphale, effectivement, qui va donner le pont et le cervelet. Et dès 9-10 semaines, on a déjà ces structures qui sont en place, avec donc une belle ligne médiane, ces plexus choroïdes qu'on voit là, un troisième ventricule, l'aqueduc de Sylvius qui est encore ouvert largement comme ça, et la fosse du cerveau. Donc c'était juste un petit rappel pour voir un petit peu d'où vient tout ce qu'on va regarder à partir de 11 semaines. Alors, vous avez sans doute tous vu la CNEOF, et si vous ne l'avez pas vu, lisez-la. Il y a des débats, effectivement, il y a peut-être des choses qui vont être ajustées ou des petites choses. Ce qui va poser le problème, on va revoir, hein, effectivement, pour le cerveau, il y a deux choses. Effectivement, on fait le diamètre bipariétal, on va revenir dessus, mais vous savez pourquoi. Et vous savez pourquoi aussi, on fait le diamètre abdominal transverse qui est demandé, et on fait ce rapport, effectivement, BIP sur DAT, et on va revoir pourquoi. Le contour céphalique, ça pose pas de problème, ça y était déjà. L'aspect de la ligne médiane aussi. Les plexus choroïdes, pas trop compliqué. Je pense que ce qui pose un problème à beaucoup de gens, parce que très peu, qui regarde le quatrième ventricule ou la clarté intracrânienne au premier trimestre là, dans la salle? Qui regarde systématiquement? Donc là, il y en a pas 10%, quoi. Il n'y a pas 10%, et maintenant, c'est recommandé. Alors, c'est un entraînement, on va voir. C'est pas si compliqué, effectivement, c'est la question du faux positif, du faux négatif. Ça permet sans doute un dépistage qui sera plus important pour les problèmes de fosse postérieure et de spina, mais on va revoir. Et l'arachide, je l'ai fait rentrer dans le cerveau aussi, mais ça rentre dessus. Ça, c'est les nouvelles iconographies. Donc, je vous ai mis la LCC parce qu'on va voir le cerveau dessus aussi. Donc, effectivement, ce diamètre bipariétal qui est mesuré à peu près au niveau des thalamies. Les critères qualité, ils ne sont pas simples, mais effectivement, c'est là où on voit les thalamies à peu près symétriques. On voit une voûte crânienne complète et on voit tout le tour, et on voit la ligne médiane. Donc c'est à peu près ça les critères qualité. Il n'y en a pas tant que ça. Les images sont censées ne pas être opposables. Après, il faut essayer de faire des bonnes images qui ressemblent un petit peu à ça. On va voir un petit peu les repères. Sachant que là aussi, on a ici quelque chose ici, mais on a effectivement cette coupe sagittale aussi, et on a eu des petits repères qui ont été mis dessus. Il y a aucune, les images peuvent vous paraître difficiles, c'est pas si simple à obtenir, mais il n'y a aucun commentaire. C'est-à-dire que les structures qui sont décrites là, qui correspondent effectivement à cette clarté intracrânienne, il n'y a pas marqué clarté intracrânienne visible sur une image sagittale. Hein. C'est des exemples d'une image qui semble correcte. C'est comme voilà, j'ai mis le diamètre abdominal transverse et l'arachis à visualiser aussi. Alors ça, c'est du dépistage classique, vous allez voir. Je n'ai pas fait par voie vaginale juste pour vous montrer. Effectivement, il y a plein de structures. Alors, on ne les reconnaît pas. Là, vous avez effectivement les plexus choroïdes, la ligne médiane, les thalamies. Ici, on va revoir tout ça. Il y a des petites structures qu'on va essayer de revoir. Ça, c'est la coupe à peu près du BIP avec ce qu'on appelle les fentes de Bichat. On va en reparler tout à l'heure, donc qui sont obliques comme ça, et on va en reparler. Donc avec effectivement ces thalamies, c'est à peu près une coupe de BIP. Et là, il y a plusieurs repères qu'on peut voir. Alors, juste, je vous laisse regarder rapidement, mais effectivement, on va revoir tout, mais on va les redétailler parce que c'est important, parce que le pathologique est très facile. Je vous montrerai des images, mais c'est quand même extrêmement simple. Vous n'avez pas passé à côté d'une acranie, ou sinon, c'est compliqué de continuer à faire de l'écho si on ne voit pas une acranie. Mais voilà, la faute du cerveau, les plexus choroïdes, on va revoir. Ça, c'est quoi? Ce petit rond-là, troisième ventricule. Ça, c'est quoi juste ici? C'est
l'aqueduc de Silvius, effectivement. Là, derrière, qu'on voit encore ici avec un tout petit point. Et ça, c'est le 4e ventricule, le cervelet. Et vous avez effectivement aussi la grande citerne derrière. On voit les ventricules latéraux aussi. C'est des repères, on les voit hein, sur une écho de dépistage classique comme ça. On peut les voir, tous ces repères. On les a tous vus passer en fait quand vous regardez. Vous voyez tout ça. Sur une écho, ça prend 10 secondes, 30 secondes. Après, il faut bien voir. Effectivement, on peut passer par voie vaginale si besoin. Alors, on revoit un petit peu comme si on faisait un balayage. Effectivement, le balayage, il part quasiment du sommet et il redescend. Donc, on voit effectivement les plexus choroïdes. Ici, la faute du cerveau, une belle ligne médiane. Les ventricules latéraux, le 3e ventricule, l'aqueduc de Silvius, ici, qu'on avait vu aussi plus haut, les périventricules cérébelleux. On voit l'os occipital, effectivement, les os frontaux et le 4e ventricule derrière. Avec effectivement ça. C'est à nouveau la même chose à 13 semaines. Je vous le remets, mais c'est parce que je pense que c'est à force de le revoir plein de fois que vous allez bien le retenir. Effectivement, les plexus choroïdes, la faute du cerveau, les ventricules latéraux, le 3e ventricule, donc pas facile, l'aqueduc de Silvius non plus. L'aqueduc de Silvius, c'était un des signes de Spina aussi, donc on va le revoir tout à l'heure. Les thalamies, donc thalamie et 3e ventricule, c'est le diencéphale. Le cervelet, effectivement, ce 4e ventricule, ça c'est ici, c'est marqué CP, c'est les plexus choroïdes du 4e ventricule. C'est ce qu'on va retrouver sur la coupe sagittale. C'est ce qu'on voit pour faire la clarté intracrânienne. Et derrière, vous avez la grande citerne. Donc ça, c'est pour vous montrer plein d'aspects de plexus choroïdes. En général, ça remplit pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des ventriculomégalies, on ne fera pas le diagnostic. On peut retrouver, c'est-à-dire qu'on ne voit plus vraiment ces plexus choroïdes. Et on peut retrouver aussitôt des kystes, des plexus choroïdes. Est-ce que vous remarquez autre chose sur cette image qui est mesurée? Donc la nuque, elle est très épaisse. Hein. Donc voilà, celui-là méritera sans doute un prélèvement en plus. Donc ça, c'est pour revoir, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Maintenant, vous savez faire tout seul. Donc faux, plexus choroïde, 3e ventricule, aqueduc qu'on suit là et là, les thalamies, pédoncule, le V4 qu'on voit s'ouvrir là avec le cervelet et la grande citerne derrière. Il y a aussi les coupes, effectivement, là aussi c'est du dépistage classique, hein, je l'ai fait juste avant de partir. Et là on va voir effectivement sur ce balayage, effectivement on va essayer de retrouver les repères qu'il faut retrouver sur ça. Donc tout à l'heure vous aviez vu qu'on avait cette clarté intracrânienne ici, qui est entre le tronc cérébral et la grande citerne. Donc effectivement, sur cette coupe, on l'a vu là avec une image encore plus claire, donc il y a le diencéphale ou le thalamie, si vous voulez, le tronc cérébral ici, et ici vous avez le bord postérieur du tronc cérébral, et ici, ce que je vous avais dit, le plexus choroïde du 4e ventricule qui est échogène. Et derrière cette petite bande-là, noire, ça, c'est la grande citerne, pour la clarté nucale normale. Donc il y a plein de mesures, et donc cette clarté intracrânienne, c'est important. Il y a des gens qui mesurent également la largeur du tronc cérébral, et il y a des gens qui mesurent, parce que on ne voit pas tout le temps, cette clarté intracrânienne, c'est à peu près présent, voilà, je vais vous remontrer tout à l'heure, mais on n'arrive pas tout le temps à la mesurer, même un expert n'arrive pas tout le temps à la mesurer, alors c'est de mieux en mieux. Donc il y en a qui trouvent qu'on voit mieux le bord postérieur, effectivement, le bord postérieur du tronc cérébral, et qui le mesurent jusqu'à l'écaille de l'os occipital. Donc ça, c'est une mesure aussi qui permet, qui a une courbe, et donc on va savoir si c'est plutôt petit ou plutôt gros. Donc plexus choroïde du 4e ventricule, grande citerne et ox occipital, et derrière la 5e ligne, la clarté nucale. Je mets un peu de temps là-dessus. On a le temps. Donc ça fait 4 lignes, voire 5 si on prend la clarté nucale. Donc ici, et puis les repères entre les deux, c'est la face antérieure tronc cérébral, la face postérieure du tronc cérébral, donc ça c'est le tronc cérébral. Là ici c'est la face donc, postérieure du tronc cérébral et le plexus choroïde du 4e ventricule. 4e ventricule ou clarté intracrânienne, c'est pareil, hein. D'accord, c'est la même chose. Ou intracérébral, c'est parce que c'est intracrânial, on dirait plutôt intracérébral, mais c'est la même chose que ce soit
les deux. Et derrière, vous avez effectivement entre ce plexus choroïde et cet os occipital, vous avez la grande citerne. Donc c'est ce genre d'image qu'il faut essayer de retrouver. Et la question, c'est présence d'une clarté intracrânienne. Elle est quasiment absente dans tous les cas de SPINA. Hein. Donc ça, c'était l'article initial. Effectivement, on remontrait tout ça. Et donc avec cette clarté intracrânienne et quand c'était positionné, c'est exactement la même chose. Alors, contour céphalique, aspect, j'ai mis les deux. Ça, c'est les cas de l'acnéophe. Qu'est-ce qu'on va avoir dans contour céphalique? De toute façon, les choses classiques que vous avez vues tout à l'heure, je crois. Donc les problèmes des séquences d'acranie. Alors il y a beaucoup de photos, voilà, de ce genre d'image. C'est Jean-Philippe Beau qui m'a donné des images, donc, parce que c'est pas non plus des choses qu'on voit tout le temps avec toutes ces images, mais effectivement il n'y a aucune difficulté diagnostique, hein, il n'y a pas besoin forcément de commenter, il y a une absence complète de voûte crânienne, ça rentre plutôt dans les mêmes anomalies de fermeture du tube neural. Souvent, alors on se pose tout le temps la question dans les CPDPN, est-ce qu'il faut une phétopathe, est-ce qu'il ne faut pas de phétopathe, c'est toujours mieux d'en avoir une, mais je crois que c'est très rare déjà d'avoir un diagnostic étiologique, sauf dans de rares cas, mais qu'on peut parfois avoir à l'échographie, et parce qu'on est très tôt, et que souvent il n'y a pas d'anomalie chromosomique comme dans les SPINA qui arrivent souvent, mais c'est vrai qu'on le propose et ça se discute, je pense, à chaque cas d'une phétopathe. Je ne sais pas ce que vous faites à Lyon, mais c'est vrai que c'est des choses... on discute. Donc, acranie, on a parfois même exencéphalie, voire anencéphalie sur celui d'avant. Hein. Là, donc, le exencéphalie, c'est le cerveau qui passe à l'extérieur, effectivement, qu'il n'y a pas de voûte crânienne, donc le cerveau est complètement extériorisé. Donc, c'est pas de bon pronostic. Hein. Il y a un cas assez typique parce que voilà, c'est effectivement ce qu'on voit là, je ne sais pas si vous voyez que ce liquide amniotique est très échogène, c'est ce qu'on retrouve dans ces cas d'exencéphalie, effectivement, des liquides amniotiques très échogènes. C'est une constatation, ça ne vous fait pas le diagnostic. Étiologie, donc rarement on retrouve des étiologies, parfois on retrouve des brides, donc ça peut être intéressant d'avoir, ça donne une étiologie. Donc ces brides, c'est à rechercher, effectivement, vous allez chercher un contact entre le crâne fœtal et les membranes, effectivement, qui sont parfois décollées. Parfois, c'est pas si simple que ça, et parce qu'ils bougent pas beaucoup, c'est quand ils ont une bride, parce qu'ils sont un peu collés à la paroi. Donc c'est pas toujours simple de voir la bride. Ça peut être intéressant parce qu'au moins ça fait le diagnostic et là on peut dire qu'il n'y a pas forcément besoin de phétopathe. Après il y a des associations avec des rachis-schisis où on voit que tout est ouvert effectivement depuis le cerveau jusqu'au milieu du rachis, quasiment jusqu'au bout du rachis. Donc, image pas très intéressante. Après vous avez effectivement, donc ça je pense aucun problème de diagnostic, ça c'est plus un problème de diagnostic. Donc c'est des images d'addition, si ça veut bien se mettre en route. Hop. Bon. Je vais vous le montrer, mais non. Oui, voilà. Ça y est, ça fonctionne. Donc là, c'est pas non plus très compliqué le diagnostic, sauf que j'ai déjà eu un diagnostic au 2e trimestre. Après quelqu'un qui fait extrêmement bien les échographies, c'est juste que si l'embryon est toujours collé sur cet encéphalocèle, enfin c'est pas un encéphalocèle, sur ce méningocèle occipital, si le fœtus est toujours collé avec un cerveau qui est normal, que vous ne le décollez pas trop et que vous ne faites pas attention, vous pouvez ne pas le voir. Donc il faut quand même, normalement ça se voit effectivement dans l'immense majorité des cas, vous allez le voir, mais ce n'est pas toujours un diagnostic si facile que ça. Donc il faut bien regarder le contour et ça fait partie des choses. Alors si vous avez une encéphalocèle associée, il n'y aura souvent pas de difficulté parce que vous aurez une attraction du cerveau effectivement dans ce défect, mais parfois le défect n'est pas si gros et la méningocèle est assez importante. Donc là vous avez la méningocèle qui a l'air complètement isolée. Alors c'est compliqué de faire, vous pouvez en avoir des méningocèles un peu partout. Les plus fréquentes, largement plus fréquentes, c'est les occipitales, d'accord ? Donc c'est dans 90%, mais vous pouvez en avoir un peu partout. Alors il y a des cas cliniques de tout, hein, on peut en retrouver au niveau là. Alors le problème va être aussi les lésions associées, principalement parce qu'après la prise en charge, pas forcément tout
toute simple, mais elle pourra se discuter s'il n'y a vraiment rien d'autre. Après, quand c'est en antérieur comme ça, il y a souvent des lésions associées au niveau des orbites ou de la face. Voilà, donc il y en a qui sont plus ou moins grosses. Ça, vous en avez parfois, enfin, là, celles-là, on peut tout de suite dire qu'elles vont être de mauvais pronostic parce qu'il y a l'encéphalocèle, donc du cerveau, qui est aussi hernié à l'intérieur de cette méningocèle, donc une méningo-encéphalocèle. Pas tout de problème diagnostique non plus, sauf que c'est parfois pas facile, effectivement, quand les fœtus ne bougent pas, quand on est dans de mauvaises conditions. Donc, ne pas hésiter à utiliser la voie vaginale dans ces cas-là, ou si on a du mal. Et il y en a qui sont des encéphalocèles, si vous ne faites pas attention, des méningo-encéphalocèles qui sont beaucoup plus discrètes. Et là, on peut passer beaucoup plus facilement à côté. C'est-à-dire qu'on est vraiment, là, on la voit très bien, mais si vous êtes dans l'autre sens, qu'il est couché dessus, donc attention, parce qu'on a parfois des diagnostics effectivement un peu tardifs là-dessus. Des syndromes à connaître, parce qu'on peut les diagnostiquer dès le premier trimestre, sachant que ça, c'est un syndrome de très mauvais pronostic. Donc, Meckel-Gruber, c'est une forme très sévère de ciliopathie type Joubert, donc avec dysplasie rénale, l'hexadactylie qu'on retrouve. Il y a souvent une ventriculomégalie et effectivement cette encéphalocèle occipitale. C'est un peu les signes classiques. Et donc ça, c'est un très mauvais pronostic. Et c'est bien d'avoir le diagnostic parce qu'on va faire une recherche génétique. Ça oriente ensuite effectivement les fétopathes et les généticiens pour refaire une recherche génétique et voir s'il y a un risque de récidive. Donc si on a des gros encéphalocèles, on peut avoir un diagnostic différentiel. Effectivement, ce n'est pas les mêmes étiologies, ce n'est pas une anomalie de fermeture du tube neural comme l'autre, donc c'est là, en général, on demande plus facilement les fétopathes. Donc après, vous avez l'aspect de la ligne médiane, effectivement. Là aussi, souvent, il n'y a pas trop de difficultés diagnostiques, parce que l'aspect de la ligne médiane, c'est surtout si vous avez une rupture entre les deux. Donc, vous avez le signe du papillon, là, avec les plexus choroïdes qui remplissent bien, qui sont bien larges et qui sont bien visibles. Et vous avez les ventricules latéraux qui sont bien séparés. Et là, vous avez des cas d'holoprosencéphalie, donc une fusion des ventricules latéraux, une fusion aussi du cerveau à certains endroits. Donc quand c'est à lobère, donc c'est complète, et donc il y a un seul ventricule, un ventricule unique. Parfois il y a des cas un peu plus compliqués, on va en voir juste après. Donc là, c'est plusieurs cas, là c'est Nasbano-Haim qui va donner. En plus, il y avait une hyperclarté nucale, et c'est une anomalie chromosomique, effectivement, dans ce cas-là, où on voit effectivement ce ventricule unique. Bon, l'hyperclarté nucale vous aide. On a l'impression que son cerveau, effectivement, est un peu particulier. On n'arrive pas bien à faire cette clarté intracrânienne non plus. C'était un peu bizarre si on regarde qu'en sagittal. Effectivement, dès que vous tournez, vous allez voir effectivement la fusion des deux masses cérébrales. Et donc là, c'est une image normale, et ça, c'est l'image de fusion avec ce ventricule unique. Bon, c'est des images assez frappantes, hein, on ne va pas passer à côté non plus. Souvent, c'est associé à des anomalies chromosomiques. Ça aussi, on va le prélever, et donc on peut s'amuser à vérifier effectivement ce ventricule unique sans plein d'images. Il y a des cas, donc la fusion des masses cérébrales. Vous avez des choses un peu historiques, des cyclopistes, des proboscis, des sortes de petites, c'est une trompe, ça s'appelle proboscis, qui sont associés. Mais je vais vous montrer plutôt ce cas qui est beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus difficile à diagnostiquer. Parce qu'effectivement, là, c'est une holoprosencéphalie semi-lobaire, c'est-à-dire que vous avez une partie de la scissure interhémisphérique de la faux qui est présente et une partie effectivement de masse cérébrale et notamment au niveau des thalamies là et juste ici qui est fusionnée. Donc si on n'est pas très attentif ou si on regarde un petit peu, vous allez avoir des plexus choroïdes bien séparés, des ventricules latéraux que vous voyez bien, et effectivement il y a une zone où ça va être fusionné là, et si vous descendez un petit peu plus bas, vous aurez l'impression que c'est normal. Donc c'est des diagnostics plus difficiles, en général on ne va pas les rater au deuxième trimestre, mais dans des conditions difficiles, ça peut être intéressant d'avoir des belles images, c'est pour ça qu'il faut bien regarder la ligne médiane, et pas seulement à un seul niveau, il faut essayer de la regarder sur toute la hauteur. Alors on va passer à ce qui pose effectivement la clarté intracrânienne, là vous allez être incollable, et c'est pas si compliqué, mais c'est vrai que ça fait partie des nouveautés, donc un peu de temps pour s'y mettre, il faut peut-être pas... Effectivement, c'est pour ça qu'il y a une discussion à rendre opposable immédiatement ces recommandations, mais je pense que dans l'année, vous serez tous au point pour le faire. Les spina bifida, moi, je
Je vous avoue que la plupart, maintenant, j'essaye d'avoir une image coronale du rachis comme ça, et que c'est comme ça qu'on arrive à les diagnostiquer, mais c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, parce qu'ils sont parfois couchés dessus, parce que c'est petit, hein. Il suffit qu'ils soient couchés là, et vous n'allez pas voir ce spina, surtout que là, on l'a avec un dos postérieur. Donc c'est des diagnostics difficiles, et donc c'est vrai que les coupes coronales, là où on fait défiler, où on voit l'écartement des vertèbres, est assez intéressante, mais elle n'est pas toujours facile à faire, et donc on a voulu faire plein de signes. Donc les premiers diagnostics, c'est Jean-Pierre Bernard qui avait fait un des premiers diagnostics publiés effectivement en 97, donc vous voyez, c'était il y a 25 ans. Il avait fait un des premiers diagnostics effectivement de spina dès 11 semaines, et il avait vu en signe direct. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés, dont lui, qui a publié plusieurs articles dessus, qui a notamment fait le signe, effectivement, une forme un peu particulière de crâne. Pas facile à voir, hein, c'est très spécialisé. Il y a le docteur Buisson, qui aussi s'est intéressé, qui trouvait, elle, que, ce qui est vrai, que les fentes de Bichat sont parallèles, alors que normalement, effectivement, elles sont obliques. Vous voyez, donc ça, on le voit, ça c'est un cas où on a vu ça aussi. Quelque chose à remarquer aussi, c'est que effectivement, c'est le prochain signe qui a été décrit, c'est celui effectivement du contact direct effectivement avec l'aqueduc de Sylvius, qui vient s'impacter un peu dans l'os occipital. Donc vous voyez, ça c'est l'aqueduc en position normale, et là l'aqueduc quasiment au contact de l'os occipital, ce qui explique aussi cette perte de clarté intracrânienne secondairement sur le quatrième ventricule qui est un peu plus bas, mais qui va venir se coller effectivement complètement, et c'est pour ça qu'on perd. Donc il y a eu ce signe dessus. Tous ces signes, c'est juste qu'il faut imaginer que les premières images, elles ressemblent à ça. Donc, vous voyez, pour faire le diagnostic en 97, il fallait être bien plus attentif qu'aujourd'hui avec des machines bien plus performantes, hein. C'est pas voilà. C'est qu'on cherche des signes et qu'on voit ce qu'on peut voir aussi avec la résolution des machines, et plus la résolution a été bonne, plus on a trouvé de signes effectivement. Et donc ce dernier signe de clarté intracérébrale intracrânienne de Rabbi Chaoui, effectivement, il a remarqué aussi que effectivement cette zone, je veux dire, juste là, entre le tronc cérébral et le plexus choroïde, était quasiment absente dans tous les cas qu'il avait, et donc on peut le regarder aussi en coupe axiale pour retrouver ce quatrième ventricule. Donc là, vous voyez, on a quasiment, et il y en a d'autres qui mesurent, je vous avais dit, effectivement, ce tronc cérébral qui semble élargi, parce qu'en fait, il y a une moins grande distance. Alors, il est souvent un petit peu élargi aussi, et donc il y en a qui mesurent aussi ce tronc cérébral parce que c'est parfois plus facile aussi à voir que l'autre. Donc, il y a des faux négatifs, il y a des faux positifs aussi, parce que c'est pas facile. Il faut juste être attentif, il ne faut peut-être pas se servir que de ça. Le but, effectivement, c'est de trouver d'autres signes peut-être plus simples. Il y a à nouveau Jean-Pierre Bernard qui a remarqué, à force de faire des échos, que les bips des embryons qui avaient un spina étaient plus petits en moyenne. Et donc, il a trouvé effectivement qu'un bip inférieur au 5e percentile entraînait effectivement qu'il y avait à peu près 50% des fœtus qui avaient un spina, qui avaient un bip inférieur au 5e percentile. Après, il y a l'équipe effectivement c'était l'équipe de Tours qui a repris un peu sa série de spina et qui a trouvé effectivement qu'en plus, si on rajoutait ce rapport par rapport au diamètre abdominal transverse et qui était inférieur à 1, et qu'en plus le bip était inférieur au 5e percentile, on avait un taux de dépistage pas loin de 80%, avec 5% de faux positifs. Les 5% de faux positifs, c'est 5% auxquels vous allez être encore plus attentif, mais vous n'allez pas dire qu'il y a un spina. Donc c'est 5% de fœtus pour lequel vous allez regarder le rachis beaucoup plus attentivement pour trouver de temps en temps un vrai spina, parce que vous allez trouver effectivement un diamètre bipariétal un peu petit et un rapport bip sur DAT inférieur à 1. Donc en gros, le dépistage, alors je ne sais pas s'il est en 3 temps, mais il faut aller du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est quand même le bip sur DAT, donc ça c'est recommandé. Deuxième temps, si on ne voit pas bien ou s'il y a un petit doute, on peut aller regarder la clarté intracrânienne, et il faut la regarder parce qu'il y a d'autres diagnostics qu'on fait avec les clartés intracrâniennes. Et si c'est possible, au maximum, il faut aller regarder le rachis
qui n'est pas tout le temps facile au 3e trimestre. Si vous avez un des deux signes là, il faut aller le regarder, c'est-à-dire 5% des embryons, il faut aller regarder leur racisme par voie vaginale. Donc c'est à peu près le rendement pour essayer de trouver dans ces 5% les 80% des SPINA qu'on pourrait dépister en faisant ça. Alors ça, c'est pour vous montrer juste qu'il y en a qui se sont amusés à reprendre toutes les études. Effectivement, il y a plein de mesures. Il y en a qui arrivent quasiment avec, effectivement, en mettant ça sur des courbes, à des dépistages quasiment de 100%. Donc là, sur les malformations de SPINA, on peut être à quasiment 100% en utilisant soit la clarté intracérébrale plus effectivement la mesure du tronc cérébral. Toutes ces mesures associées, pour l'instant, le plus simple quand même, parce que là ça devient compliqué, il y a trop de mesures, je trouve que le plus simple c'est quand même BIP sur DAT, ça tout le monde peut le faire, et essayer de voir cette clarté intracérébrale, je pense que ça suffit. Les mesures, ça complique et ça complexifie et ça fait beaucoup de faux positifs aussi, donc ça va vous rendre des échos très compliqués. Mais effectivement, quand on fait des études et qu'on fait très attention, ils ont trouvé quasiment tout leur SPINA en faisant plein de mesures. Alors cette clarté intracérébrale, elle a un autre intérêt. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Ah, qu'est-ce que vous remarquez là sur ce... Là, on est à 13 semaines. Il y a quelque chose qui vous choque. Est-ce que la clarté intracrânienne, elle est comme d'habitude? Est-ce que vous arrivez à voir les 4 petites lignes là? Là, on a le diencéphale, le tronc cérébral, là. Et derrière, on a l'impression d'avoir qu'un seul espace, ou une clarté intracrânienne très, très large. Donc, il n'y a pas que l'absence de clarté intracrânienne qui soit importante à vérifier aussi. Il y a aussi de vérifier qu'elle ne soit pas trop large. Donc ça, c'est plutôt un aspect, effectivement, et c'est quelque chose... Cette patiente, elle avait une UCA3.3, elle avait une LCC un peu augmentée. On a voulu recontrôler pour la nuque, plus ça. Donc ça, on lui a pas... Voilà, c'est le problème du diagnostic au premier trimestre. Qu'est-ce qu'on va faire de cette petite image, cette clarté intracérébrale un peu large, qui n'est pas non plus le gros kyste où vous êtes sûr de vous. Donc, heureusement, elle avait... Enfin, heureusement, malheureusement, parce que c'est pas bien terminé, mais malheureusement, il y a la nuque en plus. Mais les marqueurs, au final, étaient 1 sur 200. Elle a fait un DPNI qui était normal. On l'a revu à 16 semaines. C'est mon collègue Thierry Bulté qui l'a revu et qui a retrouvé effectivement cet angle entre le vermis ou ce qu'il y a de vermis et le tronc cérébral qui est ouvert, effectivement, avec sans doute un petit vermis. Alors à 16 semaines, on ne va pas rentrer dans les détails. C'était juste une indication, en plus de sa clarté nucale, à faire une amniosynthèse. Elle a eu une amniosynthèse et il y avait effectivement une délétion assez importante sur le chromosome 6 qui est associée à des retards de développement, et la patiente n'a pas souhaité poursuivre la grossesse. Mais pour vous dire, on aurait fait le diagnostic sans doute à 22 semaines. La nuque, je pense que effectivement, ça fait partie sans doute du syndrome, mais je pense que cette petite image-là seule peut interpeller et peut se dire on va recontrôler à 16 semaines. Je ne vais pas vous faire le diagnostic là-dessus. En revanche, plus tard, vous allez avoir des gros kystes de la fosse postérieure comme ça. Et là, vous allez pouvoir vous dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Essayez de voir le plus tôt possible ce vermis, c'est essayer de comprendre ce qui se passe. Et effectivement, on va tomber sur des Dandy Walker. Celle-là, on peut lui proposer quasiment directement, au moins de faire une biopsie trophoblaste, de vérifier les choses et de vérifier un peu plus tard. Et effectivement, si on est dans le spectre kyste, c'est compliqué de faire la différence entre un kyste de la fosse postérieure quelconque, classique, et un Dandy Walker à 12 semaines. Mais vous savez déjà que vous êtes dans un spectre qui va vous poser des questions. Donc il y a des kystes de la fosse postérieure qui peuvent être assez importants. Il y a certains qui ont même été ponctionnés quand on était sûr que c'était ça. Bon, il n'y a pas grand-chose. La même chose, des aspects très particuliers avec là aussi. C'était pas le problème de la fosse postérieure. Là, vous voyez que c'était le problème de la nuque. Donc c'était une triploïdie au final, mais on peut voir des aspects particuliers avec effectivement des quatrièmes ventricules très larges ou des choses. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était assez sympa, mais on va revoir, c'est tout ce qu'on a fait, hein. C'est un peu pour conclure. Donc, effectivement, vous avez plusieurs niveaux d'études au niveau du cerveau au premier trimestre. C'est le premier niveau, voilà,
quand vous commencez en haut, vous allez tomber sur effectivement les ventricules latéraux et les plexus choroïdes, la faux du cerveau que vous voyez bien, et effectivement là on a toutes les anomalies qui peuvent être associées à ça. Donc parfois on retrouve des ventriculomégalies. J'ai déjà vu, je trouve ça compliqué de conclure. La fois où j'ai vu un aspect comme ça, où je ne voyais pas les plexus choroïdes, effectivement je ne savais pas quoi conclure. On l'a revu à 16 semaines. En fait, il y a une agénésie complète du corps calleux dans un syndrome assez particulier. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'aise de retrouver ça, où on ne voit pas vraiment les plexus choroïdes. Il y avait un petit peu de plexus choroïdes au fond. Donc conclure sur une ventriculomégalie, c'est pas évident, mais voilà, on peut voir ça. Donc ça, c'est assez particulier. Les holopros, effectivement, vous allez avoir des petits kystes, des kystes que vous allez pouvoir voir. La même chose si on descend un petit peu plus bas au niveau du troisième ventricule, vous allez avoir la même chose, vous allez pouvoir avoir des encéphalocèles qui peuvent être un peu partout. On peut avoir des holopros, les ventriculomégalies également, mais ce n'est pas des diagnostics de ce terme-là. C'est pour vous montrer un petit peu. Quand on arrive sur la coupe du BIP, quasiment, là c'est là où vous allez faire la mesure. La même chose, le signe du crash où l'aqueduc de Sylvius est quasiment collé à l'os occipital, donc c'est juste, voilà, et la forme du crâne qui est anormale. On descend encore un petit peu plus bas, on est au niveau du cervelet. Là aussi, vous pouvez voir parfois des cervelets anormaux, des encéphalocèles. C'est ça. Et encore plus bas, vous allez avoir effectivement les kystes de la fosse postérieure et les encéphalocèles occipitales. Pour conclure, on n'a vu aucun diagnostic compliqué en fait là. Après, le plus difficile, c'est sans doute le spina bifida. Alors après, c'est la course à faire le diagnostic le plus précoce de spina. C'est quand même des malformations d'assez mauvais pronostic. D'avoir un diagnostic précoce de spina, ça ne donne pas forcément de pronostic, mais si on voit un défect très, très large, ça peut permettre d'informer les parents très tôt. C'est pour ça sans doute qu'il y a cette course, mais c'est sûr que là, on peut pas faire grand-chose. Holopro, acranie, exencéphalie, en général, ça ne pose pas de problème. Faites attention aux holoprosencéphalies semi-lobaires et faites attention de le voir un petit peu bouger parce que, je vous dis, j'ai déjà vu aussi les méningocèles occipitales au deuxième trimestre, c'est des gens qui font bien de l'écho, ça existe. Après, il y a plein de choses qu'on ne voit pas encore, qu'on verra plus tard. Il y en a qui essayent de mettre un peu de Doppler. Je ne sais pas si c'est vraiment recommandé de mettre 2 heures de Doppler pour vérifier s'il y a une artère péricaleuse dès 12 semaines. Il y en a qui arrivent à l'avoir et qui disent qu'ils ont déjà fait le diagnostic d'agénésie du corps calleux au premier trimestre, ça existe. Les ventriculomégalies aussi, ça existe de les avoir vus au premier trimestre. C'est sans doute des ventriculomégalies de très mauvais pronostic, mais je ne pense pas qu'on puisse conclure encore. Et après, il y a toutes les choses acquises d'infection, schizencéphalie, porencéphalie. Voilà. Merci beaucoup Benjamin pour ce topo très exhaustif, très détaillé, où tu as fait une bonne synthèse de ce qu'on peut voir et en tout cas des différents signes qui peuvent nous interpeller. Juste, je voudrais tu ne trouves pas que finalement cette histoire de la clarté intranucale, pour moi, elle a juste l'intérêt de faire comprendre aux gens ce qu'on voit dans les structures, parce que les gens les voient, ça c'est sûr. Quand on mesure la clarté nucale, enfin on fait la coupe sagittale stricte, soit on est sur une coupe sagittale stricte et forcément on va voir la fosse cérébrale postérieure, le tronc cérébral, soit parfois on est légèrement décalé et du coup on passe par les plexus. Mais très souvent, on les voit, en fait, on la voit, cette clarté intranucale, mais sauf que comme les gens n'ont pas une connaissance anatomique de ces structures, eh bien, ça semble un peu... Puis quand on commence à leur dire, il y a le tronc cérébral, le quatrième ventricule, le plexus du quatrième ventricule et, la grande citerne, ça paraît être compliqué, mais je pense que c'est juste une question d'habitude. Et je suis d'accord avec toi, pour moi, je trouve qu'en coupe axiale, quand tu as le tronc cérébral qui est déjeté contre la paroi et que tu ne vois rien, ça nous interpelle. Et puis à ce moment-là, on peut aller plus loin. Et on a des signes qui sont beaucoup plus simples, mais aussi essayer de dégager le fœtus de la paroi utérine, c'est pas toujours évident, mais si on peut le décoller pour voir quand même la peau qui recouvre le rachis, c'est un bon signe également.
Donc, certes, ça paraît affolant de demander, de regarder tout ça, mais ce sont des choses qu'on regarde, mais auxquelles on ne faisait pas attention. Qu'est-ce que t'en... Ah si, j'en suis sûr même. De toute façon, j'ai toujours remarqué ça. C'est plus je vois de choses, c'est-à-dire que voilà, si vous regardez certaines structures, le corps calleux, vous avez du mal au départ. Quand vous étiez, voilà, maintenant vous le voyez quasiment tout le temps. Je pense qu'on y arrive et il y a certaines structures. Si je vous dis ça, effectivement, c'est la vallée sylvienne. Il faut la regarder, il faut regarder ça. Vous vous habituez au fur et à mesure et vous la voyez à chaque fois. Vous faites même plus attention. Donc c'est la même chose avec la clarté intracrânienne. Ça prend un peu de temps de s'habituer, de trouver la méthode et de la voir, mais on y arrive tous. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Mais c'est sûr que ça rajoute, mais je pense que c'est pas mal, il ne faut pas rester dans les choses. Ce que je veux dire, c'est qu'avec le DPNI, il y a des pays qui passent directement par le DPNI et le taux de diagnostic d'anomalies autres chute parce que les gens ne mesurent plus la nuque correctement. Donc ça force aussi à faire des bonnes échographies, d'avoir des guidelines un peu de haut niveau. Je ne dis pas, c'est le problème, c'est sans doute la gestion de ces... quand vous n'allez pas le voir au départ, c'est un peu compliqué de référer tout le monde au CPDBN parce que vous ne le voyez pas. Je pense qu'il faut se forcer un petit peu, ça vous prendra un petit peu plus de temps, peut-être vérifier le rachis pour vous rassurer et pas les adresser tout au CPDPN. Vous n'allez pas rater 2 spinas par mois, hein, si vous n'en voyez pas un par un tous les 3 ans, donc on ne va pas rater des spinas tout le temps. Donc. Mais je pense qu'il faut s'habituer parce que le jour où vraiment il n'y aura pas ça, il faut se dire, bah, là je suis sûr, là, parce que je l'ai vraiment bien regardé, j'en suis sûr. Mais bon, c'est... Est-ce que vous avez des questions? Bien, merci beaucoup, Benjamin. Merci. Eh bien, nous allons terminer cette session avec un topo sur le cœur. Alors, le topo s'intitule « Les anomalies à ne pas louper ». Bon. Alors, ma question pour vous, parce que l'idée, c'est que ce soit un atelier et qu'on puisse interagir un peu. Quelles sont pour vous les cardiopathies que vous ne voudrez pas louper au premier trimestre? Je ne vous entends pas. Les cardiopathies conotroncales. Juste une question. Pourquoi les cardiopathies conotroncales? D'accord, mais si tu ne dépistes pas une cardiopathie conotroncale au premier trimestre, tu vas la dépister au deuxième trimestre, ça change quoi? C'est intéressant de voir cardiopathie conotroncale, on va voir ça. Est-ce que d'autres gens ont d'autres cardiopathies qu'ils ne souhaitent pas manquer au premier trimestre? Une seconde, chacun à la fois. L'hypoplasie du ventricule gauche, le CAV. Vous voulez à tout prix dépister les CAV au premier trimestre. D'accord. L'anomalie du situs. Vous voulez à tout prix dépister les anomalies du situs. Bon. D'accord. OK. Qui a d'autres cardiopathies qui les hantent, qu'il ne voudrait pas manquer? Un ventricule unique. Eh bien, ma deuxième question pour vous, pourquoi vous voulez dépister un situs au premier trimestre? Des anomalies du situs. En fait, pourquoi, à votre avis, pourquoi on veut à tout prix... Parce que bon, les anomalies, on a 3 échos pour pouvoir se rattraper, d'accord? Et que soyons tous honnêtes ici, de l'échographiste de base qui vient juste de commencer à faire des échos, à l'échographiste le plus pointu qui fait des échos toute la journée et qui a une expérience énorme, on a tous loupé quelque chose, d'accord? Donc partir du dogme qu'on ne doit rien louper, je pense que ce n'est pas raisonnable, honnêtement. Hein? Ok. Donc en fait, pourquoi vous souhaitez faire un diagnostic
très précoce au premier trimestre. Pourquoi? Pourquoi pour vous le situs est très important? Ça changerait quoi? Organiser le soin de la patiente, avoir un échographie cardiaque vite à 17-18 semaines et avoir le diagnostic le plus précis possible tôt et les anomalies associées avec, parce que ce n'est pas seulement le cœur, c'est les desserts aussi. D'accord. Donc ce n'est pas seulement le cœur. Donc vous dites que les anomalies du situs sont souvent associées à des anomalies cardiaques dans les formes d'hétérotaxie et que le pronostic des hétérotaxies est à la malformation cardiaque. Donc si je dépiste le situs, qui est peut-être, je dis parce que ce n'est pas toujours facile d'être sûr du situs, eh bien là, je vais dépister plus tôt, c'est ça? Et j'estime que les situs, c'est une chose élémentaire à l'examen de TA, l'échographie TA. Le cœur et le ventricule unique, les situs, c'est beaucoup plus simple pour un échographie dépisteur que des anomalies chronotroncales, par exemple. Au niveau de mon travail, de mon conscience, je trouve que si j'ai pas vu des anomalies chronotroncales T1, oui, c'est des choses difficiles. Déjà, en T2, c'est difficile, mais se louper les situs sur le ventricule unique T1, je trouve que c'est grave. Ok, on va voir ça. Est-ce que ça vous embête d'aller au micro? C'est le dernier topo. On va essayer plutôt de réfléchir que je vous balance des choses et puis je vous dirai un peu ce que j'en pense moi. Je pense qu'on essaye de dépister les pathologies les plus lourdes qui peuvent émaner sur un diagnostic grave, une anomalie chromosomique, qui peuvent nous orienter vers un diagnostic qui peut amener les parents à demander une IMG ou une interruption de grossesse. En fait, c'est vraiment la cardiopathie qu'on ne veut pas louper. Donc vous ne voulez pas louper les pathologies cardiaques les plus graves qui, de toute manière, d'emblée, peuvent justifier une demande d'interruption médicale de grossesse et nous la faire accepter si on voyait cette cardiopathie. Et est-ce que les cardiopathies chronotroncales font partie de ce groupe de pathologies particulièrement graves? Non. D'accord. Ok. Alors, pourquoi vous voulez faire dépister des cardiopathies? Alors, le ventricule unique. C'est pas compatible avec la vie? Si, mais c'est accessible. Bien sûr que c'est compatible avec la vie. Avec une vie, c'est pas compatible, c'est pas accessible à une chirurgie curatrice. Mais il y a des possibilités de prise en charge, voire de greffe. Mais on ne peut pas dire qu'une hypoplasie du cœur gauche ou du cœur droit soit incompatible avec la vie. Non. Ce n'est pas accessible à une réparation ad integrum, ça c'est sûr. Donc c'est de la chirurgie palliative. On ne répare pas, on ne va pas greffer un ventricule. Mais ce sont des enfants qui, si les parents le souhaitent, peuvent bénéficier d'une chirurgie très lourde. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des cardiopathies extrêmement sévères et qui peuvent, souvent d'ailleurs, orienter les parents vers une demande d'interruption de grossesse. Ok. Quoi d'autre vous voudrez voir au premier trimestre? Il serait où sinon? Ah, à l'extérieur, d'accord. Bon, ok. Les ectopia cordis, là, d'accord. Les anomalies du tube neural au niveau du cœur? Non, je vous dis quelles sont les cardiopathies que vous ne voudrez pas louper. Hein, c'est ça. Dites-moi qu'est-ce que vous ne voudrez pas louper. Juste expliquez-moi pourquoi, qu'on essaye de brainstormer ensemble. Hein. Parce que... Alors, comment vous allez explorer le cœur déjà au premier trimestre? Alors, vous, comment vous regardez le cœur? Est-ce que déjà, parmi vous, des gens regardent le cœur au premier trimestre? Levez la main, s'il vous plaît. Dis donc, une grande majorité. Et est-ce que vous le regardez en mode 2D ou qui regarde le cœur en mode 2D?
Qui rajoute la couleur, le Doppler couleur? D'accord. Qui fait une coupe 4 cavités seule? Qui fait une coupe 4 cavités et une coupe de l'éjection? Ok. Bon. Eh bien, les recommandations qui sont sorties nous demandent de regarder le cœur en mode 2D. C'est tout simplement ça. Et que si on n'y arrive pas, on peut rajouter le Doppler couleur. Donc, en mode 2D, qu'est-ce qu'on nous demande de vérifier? Qu'est-ce qu'on nous demande de l'équilibre des cavités? La symétrie de quoi? La symétrie des deux côtés. Le situs. Ça, c'est dans le rapport, on vous demande de vérifier les vaisseaux? Ils sont en train de discuter ça? Non, je ne suis pas au courant, ça. Non. Bon, donc on va regarder un peu, parce que quand on fait quelque chose, il faut juste savoir où s'arrêter. D'accord? Parce que si vous vous mettez à faire beaucoup trop de choses et que vous ne savez pas quoi en faire avec, ça risque d'être compliqué pour vous. Et on va voir ça. Donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de regarder le cœur, d'avoir une coupe 4 cavités en mode 2D. Et que si vous n'arrivez pas à la voir, en fait, l'idée, c'est de vérifier l'équilibre des cavités, que vous ayez deux ventricules à peu près de taille égale. Et si vous voulez regarder le situs, regardez le situs. Alors, si vous n'arrivez pas sur votre coupe 4 cavités, parce que soyons honnêtes, on n'y arrive pas tout le temps. Si on est... Pardon. Si on est très tôt dans la grossesse, c'est parfois difficile d'identifier les cavités ventriculaires. Donc à ce moment-là, si vous n'arrivez pas et vous n'arrivez pas à interpréter l'image, on vous demande de rajouter le Doppler couleur juste pour vous assurer qu'il y a du flux qui passe des oreillettes vers les ventricules, cela dans l'objectif de vous être sûr qu'il y a deux cavités ventriculaires. Après, aujourd'hui, comment on peut explorer le cœur? On peut aller encore plus loin, utiliser des modes de microvascularisation un peu plus poussés et faire des examens encore plus puissants où on va pouvoir faire vraiment de l'analyse sémiologique. Moi, par exemple, j'ai une consultation d'écho-cœur diagnostique au premier trimestre que je propose aux patientes qui ont des risques de cardiopathie congénitale. Et là, je fais de l'écho-cœur au premier trimestre. Donc, j'utilise le mode SMI parce que moi, je travaille avec Canon, mais il y a d'autres constructeurs qui proposent d'autres modes. Et donc, dans des échodiagnostics au premier trimestre, ben oui, je vais regarder des choses qu'on ne me demande pas de regarder. Je vais regarder bien les oreillettes, les ventricules, le septum, les veines pulmonaires. Je vais regarder beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas dans ce cadre-là, dans le cadre du dépistage. On va aller plus loin. Alors, on va travailler un tout petit peu ensemble. On a une patiente qui arrive, elle est à 11 semaines et 6. Mettez-vous à ma place, vous la voyez, qu'est-ce qui vous choque? Il y a de l'œdème, bon, c'est déjà pas mal, ça c'est pas rassurant. Donc on va regarder le cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Est-ce qu'il y a deux cavités? Mais vous pouvez aussi me dire, je ne sais pas parce que l'image ne me donne pas cette information. Hein, donc, c'est possible. On est très tôt, on est à 11 semaines et 6. Bon.
une deuxième coupe. Alors, donc là, on est sur la coupe 4 cavités. J'ai juste rajouté de la couleur, du Doppler couleur. Est-ce que vous arrivez à en dire quelque chose? Regardez, normalement, dans l'admission, la machine est réglée à peu près comme tout le monde. Ce qui s'éloigne de ma sonde va être en bleu, ce qui se rapproche va être en rouge. Donc le sang, l'admission va être en bleu, d'accord? Donc vous avez du flux qui arrive des oreillettes vers les ventricules. Donc il y a bien 2 ventricules. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Le flux est parallèle, mais c'est normal qu'il soit parallèle. On a 2 ventricules, 2 oreillettes qui éjectent, qui pulsent dans 2 ventricules. Donc c'est normal. Il est où le flux rétrograde? Ça, c'est la difficulté de certaines images à ce terme-là. Est-ce que si c'était un flux rétrograde, je vous montre. Alors, non mais honnêtement, ce que vous devez voir sur la coupe couleur, et c'est en cela que je vous dis, mais si vous pensez que vous allez tout voir, enfin je pense que non, hein. En effet, ce bébé, il avait un CAV, d'accord? Mais ce n'est pas évident du tout, parce qu'on est à 11 semaines et 6, parce que ce qu'on devait voir ici, ce que vous devez voir, c'est ce flux en rouge, mais pas celui-là, c'est ce flux en rouge qui monte et qui passe ici. Et là, on avait une CIV musculaire, une CIV d'admission, donc ventriculaire, et une CIA. Et l'alignement des vaisseaux, enfin l'alignement, pardon, des valves, c'est ça qui nous a un tout petit peu interpellés. Donc moi, sur cet écho, honnêtement, on serait en dépistage. Il n'aurait pas un œdème aussi important. Est-ce que vraiment vous aurez tiqué sur le CAV? Je pense que non. Donc, est-ce que vraiment tout le monde va pouvoir voir un CAV? Il faut être honnête. Peut-être pas. Et ce n'est pas exactement ce qu'on vous demande, parce que parfois, ce sont des diagnostics qui vont être difficiles, d'accord? Surtout quand c'est tôt. Donc là, c'est une écho-diagnostic. On va utiliser des modes un tout petit peu plus poussés, et c'est exactement en regardant le mode de microvascularisation qu'on s'est dit, zut, le canal atrioventriculaire est vraiment aligné, les valves sont alignées, et on re-regarde et on se dit, et en fait, c'est un CAV. Donc c'est un CAV qui n'est pas un énorme, la CIV, elle n'est pas énorme, mais c'est quand même un CAV chez un fœtus qui avait une trisomie 21, avec un œdème très important. Donc pour ceux, ce n'est pas pour vous affoler, mais c'est juste pour qu'on reste réaliste, d'accord? Si on doit être réaliste, il y a des cardiopathies qui sont potentiellement, en théorie, on est capable de les dépister, mais qu'on pourrait passer à côté si on a vu le cœur très tôt, si on n'a pas pu explorer de manière poussée ce cœur. Et je pense que ce qui vous protège aujourd'hui, c'est de vous dire, ce qu'on vous demande, c'est de vous assurer de l'équilibre de ces 2 cavités ventriculaires. D'accord? Et dans ce cas,
les deux cavités ventriculaires sont équilibrées. Après, pour ceux qui sont très forts, qui vont suspecter la CIV et la CIA, ou qui vont dire à la dame, écoutez, je doute, je voudrais vous revoir dans une semaine parce que c'est un peu tôt et je ne suis pas serein, ils verront le CAV. Mais s'ils ne le voient pas, est-ce que c'est la fin du monde? Ben non. Est-ce qu'on va vous en vouloir? Non, parce que vous allez le voir au deuxième trimestre. D'accord? Donc, certes, c'est un diagnostic qui est accessible à l'échographie du premier trimestre, mais il y a des situations où on ne sera pas capable de faire le diagnostic de manière si précoce. On va passer à un autre. Là, par contre, dites-moi, le cœur, il vous... Donc, pour celui qui veut regarder le situs, est-ce que le situs vous semble... OK. Est-ce que ce cœur, cette coupe 4 cavités vous semble normale? Non. Donc là, c'est sûr, on voit ça. On nous demande est-ce que les cavités sont symétriques, de taille à peu près symétrique? Ben là, non. Très bien. Donc là, oui, ce type, peut-être que vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il y a, parce que là, il va falloir aller plus loin pour comprendre ce qui se passe, mais clairement, on voit que le cœur n'est pas normal. Et puis, on est un tout petit peu plus tard dans la grossesse. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce cœur? Il y a du flux ascendant et du flux descendant. Est-ce que vous arrivez à... Qu'est-ce qui vous interpelle? En fait, c'est quoi? C'est les ventricules ou les oreillettes qui sont asymétriques? C'est quelle oreillette? L'oreillette droite. Regardez la valve. La valve, elle coapte très bas au niveau de l'apex. Et quand on regarde le flux Doppler couleur, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a du flux qui remonte de l'apex, de la partie très haute du ventricule vers les oreillettes. Donc, c'est une maladie d'Epstein. Donc, ça, c'est sûr, vous allez, alors peut-être que vous ne ferez pas le diagnostic de maladie d'Epstein, mais ça, vous allez voir cette asymétrie, et ça, c'est bien sûr tout à fait accessible à l'échographie du premier trimestre. Ça, c'est une patiente qui était adressée à 11 semaines et 4 pour un épanchement pleural bilatéral. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un épanchement pleural? C'est un chylothorax? Puisque vous me dites que ce n'est pas un épanchement pleural, donc ce n'est pas un chylothorax. Les poumons sont là et il y a de l'eau de manière... Il y a un épanchement bilatéral. À votre avis, il est dans la cavité thoracique ou dans le péricarde? Il est dans le péricarde. Donc, est-ce que les 4 cavités vous semblent bien? Là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, à part l'épanchement? Non, mais ça, c'est la boucle. Il n'y a pas d'anomalie du rythme. La paroi hyperéchogène, en réalité, la paroi, elle n'est pas hyperéchogène, mais c'est le fait qu'il y ait de l'eau autour qui vous donne cette impression. Mais il n'y avait pas d'anomalie au niveau de la paroi. Moi, ce qui m'avait interpellée surtout, c'était ce qu'on voyait ici. Hein. Donc, j'ai allumé le Doppler. Qu'est-ce que c'est?
Donc en fait, il y a un anévrisme, d'accord? Enfin, il y a un diverticule là, au niveau du ventricule. Il y a du sang qui sort et qui fait une petite boucle à l'intérieur et qui remonte. D'accord? Eh bien, l'épanchement, je l'ai ponctionné après avoir discuté longuement avec les pédiatres qui étaient très inquiets sur le pronostic pulmonaire, pas tant sur ce petit diverticule du ventricule, parce que finalement il était assez stable, mais surtout sur cet épanchement péricardique qui était massif et bilatéral, et on s'est dit qu'il fallait soulager les poumons pour pouvoir développer les alvéoles, etc. Et j'ai ponctionné le péricarde, et finalement, regardez, il est resté, j'ai ponctionné des deux côtés, mais à un moment il s'est mis à bradycarder, donc je suis sortie. Il lui est resté un petit bout d'épanchement, mais ses poumons se sont hyper bien développés, et il est né, et il lui persistait ce et il va super bien. Donc, bon, il y a des choses qu'on va voir, il faut juste essayer de bien analyser les choses. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que cette coupe 4 cavités vous paraît normale? Est-ce que vous voyez 4 cavités? Est-ce que l'axe du cœur est normal? Non. L'axe, il est un peu... on a dit que l'axe doit être entre 30 et 45 degrés. Là, il est très bien. Et donc, quand vous mettez le Doppler couleur, qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a qu'une seule cavité ventriculaire qui se remplit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc, le ventricule est là, les oreillettes sont là. On a une cavité ventriculaire qui se remplit. Ici, on est à gauche, ici, on est à droite. Et le foramen ovale, normalement, il circule de quel côté? De droite à gauche. Et là, si on dit que la gauche est là et la droite est en haut, le flux, il est plutôt... Donc, il est inversé. Très bien. Donc, on a une absence complète de flux dans les cavités gauches et nous sommes dans le cadre d'une atrésie mitrale avec une atrésie aortique. Quand on fait la coupe de l'éjection, vous voyez, on a la coupe 3 vaisseaux. Donc, normalement, on devrait avoir le canal artériel et la aorte qui doivent être de la même couleur si on se fie à cette... doivent être en bleu parce que dans cette position, les deux flux doivent converger vers l'aorte thoracique. Et là, vous voyez, on a une aorte qui est hypoplasique, qui est en rouge, donc avec un flux rétrograde, et elle est perfusée par le canal artériel. Donc on a une atrésie mitrale, une atrésie aortique, c'est une forme sévère d'hypoplasie du cœur gauche. Donc là, il y a un réel intérêt à faire ce diagnostic, d'autant plus si vous avez entendu l'histoire, enfin regardez, c'est une patiente qui avait acquis... J'avais déjà fait une première interruption médicale de grossesse pour sa grossesse précédente à 28 semaines sur une histoire d'atrésie tricuspide. Donc là, elle venait me voir à 12 semaines pour être sûre que tout va bien. On diagnostique ça. Je l'ai vue une première fois, je l'ai revue une semaine après. Le diagnostic était formel. Elle a interrompu la grossesse à 14,5, 15. Donc c'est sûr qu'il y a un réel avantage pour cette dame de ne pas avoir eu à subir une nouvelle interruption médicale de grossesse tardive, ce qui était assez important pour elle. Attendez. Est-ce que sur cette coupe, le cœur vous paraît normal? Ben là, on voit bien. On voit 4 cavités de calibre normal. Donc, très bien. On met la couleur, cavité. Donc, il y a un flux qui est antérograde. C'est tout. Tout va. On n'a pas à aller plus loin. Ça va bien. Ici, ça, c'était des jumeaux. C'est la même dame. Elle avait des jumeaux. Donc,
le premier jumeau, je vous l'ai montré, le deuxième jumeau. Est-ce que cette coupe 4 cavités vous semble normale? Il y a un problème, on a l'impression de voir un seul jeu valvulaire. Bon, il y a un petit épanchement là pour le coup pleural. Donc, en mode microvascularisation, on voit un vaisseau unique qui sort, on a l'impression qu'il y a une CIV, un vaisseau unique qui sort par là. On fait la coupe de l'éjection, on a un tronc de l'artère pulmonaire, un canal artériel, une aorte microscopique. Est-ce que vous la voyez en couleur bleue là au milieu? Donc ça c'est toute l'éjection droite, une toute petite aorte, qui est ce petit point que vous voyez là. Et quand on fait, donc là c'est vous avez toute l'éjection droite, et quand on passe en coupe sagittale, qu'est-ce qu'on voit? Le canal artériel en bleu et une toute petite aorte qui a un flux totalement rétrograde. C'est une interruption de l'arche aortique. Donc bon, l'idée, ce n'était pas de faire ce diagnostic. Pour moi, l'idée, c'était de vous dire, oui, il y a des cardiopathies qui sont sévères, qui sont accessibles à un diagnostic, rien que sur la coupe 4 cavités, qu'aujourd'hui, en France, ah zut, je suis allée un peu loin. Bon, je laisse ça. Ok. Donc, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que oui, il y a des cardiopathies qu'on va pouvoir voir. Maintenant, on a des recommandations qui ont changé et on nous demande de voir le cœur au premier trimestre, une coupe 4 cavités en mode 2D. Et puis après, si on n'y arrive pas, de compléter par un Doppler couleur et une coupe 3 vaisseaux en couleur. L'idée aujourd'hui, c'est de ne pas vouloir aller non plus tout dépister. Si déjà commencer à vous habituer à faire les coupes et à comprendre qu'est-ce qu'il faut voir, et si vous arrivez à dépister déjà les cardiopathies complexes sévères, c'est-à-dire là où on ne reconnaît plus l'architecture du cœur, et les cardiopathies univentriculaires non curables, c'est déjà une bonne chose. Je vais juste vous montrer un article intéressant qui est paru récemment par une équipe italienne de Palladini, qui analyse pourquoi on passe à côté des cardiopathies fœtales au premier trimestre. Juste, j'avance un peu, je ne peux pas avancer très vite parce que ça va bugger. Zut. Bon. Donc dans cet article de Palladini, ils ont essayé de comprendre sur une série de 7 ans, plus de 7000 patientes, pourquoi ils sont passés à côté de certaines cardiopathies. Et donc, ils ont analysé leur taux de faux négatifs. Et toujours dans l'examen du cœur fœtal, enfin dans l'examen T1, maintenant qu'on vous demande de faire plus de choses, je pense que plus que jamais, vous devez interroger les patientes avant de démarrer votre examen pour savoir si la patiente est une patiente à bas risque ou à haut risque. Plus que jamais, c'est important parce que l'examen ne peut pas être le même quand on a face à nous une patiente à bas risque et une patiente à haut risque. Une patiente à haut risque, il est même aujourd'hui légitime de la référer à un échographiste référent d'emblée. Une patiente à bas risque, on va se suffire d'un examen sommaire, regarder une coupe 4 cavités. Et dans l'article de Palladini, donc forcément, les patientes qui étaient des patientes à haut risque, on leur a proposé un examen complet du cœur
Et là, on avait un taux de détection des cardiopathies qui était de plus de 95%. Donc c'est normal, on les a mis d'emblée avec des personnes qui étaient expertes en examen du cœur au premier trimestre. Ils ont eu un examen avec un protocole étendu du cœur, donc forcément le taux de détection était excellent. En revanche, quand on est dans un groupe à bas risque, pourquoi on est passé à côté de certains diagnostics? En premier, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une erreur humaine dans une grande majorité des cas. C'est-à-dire que les personnes avaient scanné l'image, l'avaient mis dans le dossier, on voyait qu'il y avait quelque chose d'anormal, mais la personne qui avait fait l'écho n'avait pas été alertée par l'image anormale. Ça, qu'est-ce que ça nous montre? Ben ça démontre que la personne qui a fait cette image, elle a accumulé les images, mais qu'elle ne connaît pas très bien l'anatomie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui est le plus préjudiciable. C'est pour ça on vous demande une coupe 4 cavités. Mon conseil pour vous, ne faites qu'une coupe 4 cavités si vous trouvez qu'elle est informative. N'allez pas faire beaucoup plus. Parce que si vous montrez des images qui montrent des cardiopathies que vous ne les avez pas reconnues, ça risque d'être un peu compliqué. La deuxième chose, c'est plus que jamais, il faut régler sa machine. Parce qu'une autre cause de faux négatifs, c'est les mauvais réglages. Les machines, on a des Dopplers avec un gain qui est sursaturé, donc les images ne sont pas interprétables. Donc plus que jamais, il faut appeler les ingénieurs d'application, il faut contacter les gens avec qui vous travaillez pour régler vos machines, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Quand vous vous dites que je regarde l'admission, que le Doppler vous permette de regarder les cavités et quand même de continuer à visualiser le septum. Parce que si vous avez un Doppler qui bave et que vous ne voyez plus rien, ben forcément, vous ne pouvez pas interpréter votre image. Troisième paramètre qui contribuait au faux négatif, eh bien, c'était les conditions d'examen. Si on a une patiente avec un BMI très important, si on est à des âges gestationnels très précoces, c'est sûr, l'examen va être plus difficile. Comment faire? Eh bien, soit vous passez par voie endovaginale, si vraiment vous n'y arrivez pas, soit vous reconvoquez la patiente 2 semaines plus tard pour faire un examen un tout petit peu plus tard où vous allez pouvoir voir votre coupe 4 cavités. Donc, voilà, je pense que ça, c'est hyper important. Et à la question de quelles sont les cardiopathies qu'on ne va pas louper, je pense qu'il faut garder en tête qu'avec cet examen, il y a des cardiopathies qu'on voudrait dépister, et ce sont les cardiopathies complexes, où le cœur est complètement désorganisé, et les cardiopathies univentriculaires. Allez voir les cardiopathies conotroncales, les CAV, les petits CAV, les CIV, les CIA. Ben, je pense que il ne faut pas à tout prix chercher à tout dépister parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas accessible et ce n'est pas ce qu'on vous demande. Et en troisième position, il y a des cardiopathies qu'on ne dépistera jamais au premier trimestre parce que le cœur n'a pas... Enfin, on ne peut pas les voir, les pathologies valvulaires, les rétrécissements aortiques, les rétrécissements pulmonaires, les dysplasies valvulaires, les rhabdomyomes, on ne les verra pas au premier trimestre. Donc il faut accepter que la réflexion, ce n'est pas qu'est-ce qu'il ne faut pas louper, parce que c'est difficile de mettre la barre là, on ne doit rien louper. Il faut juste se dire qu'est-ce qu'il me semble important de diagnostiquer, les cœurs univentriculaires, ce que je risque de louper, mais en tout cas, je ne vais pas tout faire pour les diagnostiquer au premier trimestre. Ben, c'est tout un tas d'autres pathologies. Et il y a des diagnostics qu'on ne fera pas. Et donc, aujourd'hui, pour moi, ce qui est important pour limiter les écueils, c'est qu'il faut se former. Et on va vous proposer beaucoup de formations pour essayer de regarder le cœur au premier trimestre avec les coupes 4 cavités. Et puis, parfois, mettre le Doppler couleur sur l'admission et la coupe des 3 vaisseaux. Il faut régler sa machine. Et il faut savoir recontrôler quand on est à des termes très précoces et que l'examen n'est pas optimal. Voilà moi ce que j'avais à vous dire. Je suis désolée, mes boucles ont
bloqué le diaporama. Et donc, je n'arriverai pas à vous faire passer la fin, mais la conclusion, c'est exactement celle-là. C'est pathologie univentriculaire, cardiopathie complexe. Connaissez vos limites, réglez vos machines et formez-vous à faire au moins des coupes 4 cavités de qualité. Et c'est déjà super pour cette première partie de l'examen du cœur au premier trimestre de la grossesse. Merci beaucoup.